Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Texas Roadhouse? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Belle entreprise, watchlist directement. C'est une demande ici d'un abonné du service Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici et avoir la certitude que ça va être fait. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Donc, ici, Texas Roadhouse, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'avant de regarder une compagnie ici, on va d'abord regarder à peu près qu'est-ce qu'elle fait et ça nous donne à peu près une idée de comment est-ce qu'on devrait se comporter quand on va faire l'analyse. OK? Donc, c'est une société ici de restauration qui opère principalement dans le secteur de la restauration décontractée. Bon, voilà. Normalement, ils appellent ça casual. On appelle ça casual, je sais pas. Casual, je sais même pas comment on le dit enfin, c'est de l'anglais. On va le dire comme ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, essentiellement, ici, on a quoi? On a des grillades, on a des bars à tacos ou ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs concepts dans le restaurant, enfin dans le groupe, parce que en réalité c'est un groupe en fait. Il y a plusieurs concepts à l'intérieur. Donc quand je prends par exemple Texas Roadhouse, je zoome un tout petit peu ici, vous allez voir qu'on aura plusieurs types de restaurants ici, ok? Mais c'est essentiellement ici voilà, c'est des grillades, ce genre de choses-là. OK? Mais on a également quelques concepts à l'intérieur. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir, quand on parle de restauration ici, la question qui devrait revenir, c'est quel est le pourcentage de magasins opérés directement par l'entreprise et le pourcentage de magasins en franchise. C'est intéressant. La franchise a bien plus d'argent. Enfin, la franchise, les marges sont bien plus élevées que ça. Et vous prenez une commission ici sur chaque vente, etc. Et bien également, vous fournissez le matériel derrière, donc la matière première, etc. Et vous occupez ici de la publicité. Mais ça ne dérange pas l'opération ici. Vous pouvez également opérer vos propres magasins, vos propres restaurants. Mais il ne faut pas également oublier que c'est un business assez compliqué. D'accord? Donc, il faut toujours être au goût du jour. OK? Parce que la hype peut très vite se terminer. Donc, par rapport au restaurant, j'aime bien regarder, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, j'aime bien regarder ici la stabilité des revenus et des marges. Premièrement, quand je check ici, revenus stables ou croissants, on voit ici qu'on a des revenus croissants. OK, la croissance ici est due à quoi? Acquisition, organique. Ici, c'est un mix des deux. Parce que quand on regarde ici un tout petit peu cette compagnie, on voit qu'on a fait quelques petites acquisitions entre-temps, quelques petites acquisitions, quelques millions de dollars ici. Peut-être qu'on a acheté des concept stores, ce genre de choses-là. OK, certains différents, on a acheté peut-être différents concepts ici. Donc, ça dépend. En passant, pendant que je vous ai présentement, n'oubliez pas, MTY Food, mettez dans votre watchlist. OK? Belle entreprise également, on va en parler un jour. Bref, ici, on a une croissance des revenus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, en termes de marge, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une croissance des marges ou une stabilité des marges? Ici, on a voilà, vous voyez qu'on a une certaine décroissance des marges brutes. Ici, on a du 30%, 34%, et là, on se retrouve à peu près aux alentours de 18-16% par là. N'oubliez pas également ici que en période d'inflation, les marges brutes auront tendance à diminuer tout simplement parce que les coûts de production augmentent. Qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Augmenter le prix des menus. OK? So, vous constatez quoi ici? Voilà, sur les dernières années, on a plutôt une stabilité. D'accord? Mais pourquoi est-ce que les marges brutes, on a quitté de 34% à près de 18 à 16% par là? Pourquoi? C'est la question qui devrait revenir. Mais attention, n'oubliez jamais. Marge brute, c'est bien. D'accord? C'est bien de constater qu'on a une diminution des marges brutes. Attention, les marges brutes qui diminuent, c'est pas une bonne chose. D'accord? Mais vous avez constaté la diminution, n'est-ce pas? Maintenant, quand la marge brute diminue, ça ne veut pas dire que l'entreprise va forcément perdre de l'argent. D'accord? Ça ne veut pas dire que les marges nettes et les marges EBITDA vont forcément diminuer. Comparez toujours avec les marges EBITDA au moins et les marges nettes. Donc, de toutes les façons, tous ces éléments ont à peu près une explication. OK? Tous ces éléments sont liés. La marge brute est liée avec la marge EBITDA, qui est liée avec la marge nette, qui est liée avec la marge opérationnelle ici, qui est liée avec les marges de free cash flow. Donc, tout ceci, vous devez les prendre en commun et à peu près voir toute l'histoire. D'accord? Ici, quand on regarde les marges nettes, vous constatez quoi? Et les marges EBITDA, vous constatez que les marges EBITDA sont stables. En moyenne, on est aux alentours de 12,58%. Stabilité. Je dis bien stabilité. Et une fois que vous remarquez ceci, ça veut dire que du point de vue opérationnel, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans cette compagnie. Et quand on parle du point de vue opérationnel ici, c'est le moment également de prendre la compagnie en question, d'aller regarder qui est le CEO et depuis combien de temps il est là. On a un nouveau CEO. À peu près, le CEO ici, c'est Gerald Morgan. Il a commencé en 2021. La restauration, c'est un business assez compliqué. OK? On a un nouveau CEO. Il vient d'où? D'accord? Est-ce qu'il est dans l'entreprise depuis très longtemps? Il faudrait regarder cela. D'accord? On voit ici que l'entreprise a été fondée ici par Ken Taylor. Ken Taylor en lui-même, malheureusement décédé en 2021. Est-ce qu'il était PDG jusqu'en 2021?
Point d'interrogation. Donc ici, c'était mars 2021 ici. On va regarder ici. Est-ce que... Voilà. Vous constatez que je pense que Gérard Morgan, d'accord, a remplacé Ken Taylor. Il me semble. OK, et Ken Taylor qui était le fondateur. Donc, on va également aller regarder ça ici. Donc, là, on a peut-être un nouveau management. Donc, Astrogan, OK, Taylor, die, okay. Oh, il s'est suicidé. Waouh. À 65 ans. OK, c'est quoi le tinnitus? C'est quoi ça? Sound here when no corresponding external. OK, oh là là. Waouh. Waouh. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Hein? Bon, moi, je viens également de l'apprendre ici. Donc, on a un nouveau gérant. Un nouveau CEO. Donc, c'est une nouvelle direction. Est-ce que ça sera aussi bien que le précédent? Parce que le management doit être top premium. D'accord? Faites attention. C'est très important. Donc, ce qui veut dire que vous comprenez que ici, l'ADN ici de l'entreprise, c'est une entreprise qui rapporte de l'argent en réalité. D'accord? Bien gérée. Mais elle était bien gérée par l'ancien PDG. Est-ce que le nouveau va faire la même chose? Point d'interrogation. Est-ce qu'il va garder la même formule? Point d'interrogation. Peut-être Ken Taylor ici, vu que c'était lui le fondateur, il avait la passion pour ce business-ci. Est-ce que le nouveau, ça sera la même chose? Point d'interrogation. Donc, il faudrait voir ici d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a produit par le passé. D'accord? N'empêche qu'on constate ici que la marge EBITDA ici est stable. OK, bonne chose. Donc, la marge brute ici qui diminue, oui, elle a diminué, mais les marges nettes sont à peu près stables ici. Donc, c'est-à-dire que peut-être ici, on a fait des économies en termes de personnel ou ce genre de choses-là. Dans tous les cas de figure, la réponse se trouve ici dans les rapports financiers. Si on les prend ici en yearly, pour ceux qui veulent aller voir, par exemple, ici, voilà, si vous allez regarder les rapports financiers ici, lesquels devraient être assez intéressants, selon moi, à aller regarder. Le rapport financier ici on va fermer ça, celui de 2012 est intéressant parce que c'est à partir de ce moment-ci il y a un changement. Ok, est-ce que c'est une question comptable, etc. Intéressant à aller regarder. Bref, on continue ici. Vu qu'on a des marges EBITDA qui sont stables, est-ce que la marge nette ici, en termes de volume et les free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Et si on a les marges nettes, et là, ici on a les bénéfices nets, et là on a les free cash flow en termes de volume, je les mets sur le même graphique, et on parle à peu près le même langage. Ok? On parle à peu près le même langage. Parce que net income aura tendance à être égal à free cash flow. Non, free cash flow aura tendance à être égal à net income. Et au niveau de la restauration, il y a de grandes chances que ce soit le cas parce que la dépense en capital ici, généralement, c'est une dépense en capital ici enfin, on prend souvent la dépense en capital de maintenance et de croissance, mais elle a tendance à être stable ici. Ok? Donc, on remarque ici que les free cash flow et net income vont dans le même sens. Je ne cherche pas à ce que les lignes soient droites, les lignes correspondent exactement ici. D'accord? C'est une question de perception. Vous voyez ici qu'on a tendance à suivre cet élément-ci, et donc, il y a souvent de bonnes raisons ici il y a souvent peut-être une bonne raison ici derrière qui pourrait, enfin, la raison pour laquelle on a cette différence est peut-être bonne. D'accord? Donc, il faut toujours aller la regarder. Donc, mais tout ce qui m'intéresse ici, c'est de constater ici qu'on a tendance à avoir des free cash flow qui vont dans le même sens que les net income. Or, si j'avais des free cash flow qui avaient tendance à aller dans le sens opposé, je me serais posé des questions. OK? On constate ici que c'est bien croissance des revenus, croissance des revenus, stabilité des marges, croissance des bénéfices nets. Parfait. C'est ça qui enrichit l'actionnaire, la croissance des bénéfices nets par action. Donc, la croissance des bénéfices nets ou la croissance des free cash flow en termes de volume, c'est ça qui enrichit l'actionnaire. Attention. Croissance des bénéfices nets et croissance des free cash flow en termes de volume. Parce que les bénéfices nets par action, on peut les manipuler. Ok, il suffit juste qu'il y ait de moins en moins d'actions. Même si le bénéfice net diminue de plus en plus, vous allez voir ici qu'il y a dépendamment du nombre d'actions que j'ai achetées ici, il y aura tendance ici, on aura tendance ici à avoir une information qui n'est peut-être pas vraie alors que les bénéfices nets diminuent. Donc faites attention aux bénéfices nets par action. Regardez les bénéfices nets en termes de volume. D'accord. Et quand je parle de bénéfices nets ici, ceux qui me connaissent savent que je parle de free cash flow. OK? Parce que je connais, il y a des entreprises qui peuvent avoir des bénéfices nets sans free cash flow. Et à la fin de la journée, c'est le free cash flow qui est important. Et si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il y a une différence par rapport au free cash flow et le bénéfice net ici, il y a une information qui manque. Et l'information ici, il faut toujours aller la rechercher au niveau des rapports financiers parce qu'ici, c'est un constat. Maintenant, une fois qu'on a les bénéfices nets ici, free cash flow qui vont dans le même sens, je peux carrément prendre ici les marges de free cash flow ici, de net income ici, pour à peu près estimer la valeur de cette compagnie ici. D'accord? Donc ici, je cherche ici, on a des marges de combien? C'est un business ici qui a des marges aux alentours de 5,71, 5,70% en moyenne sur les 20 dernières années. On a 5,70. Sur les 10 dernières années, on a 5,87. Sur les 5 dernières années, on a 6,44. OK. Les 5 dernières années, 6,44. Si je prends 6,44, il faut absolument qu'on ait 6,44 jusqu'à la fin des temps. Minimum. D'accord? Et il faut comprendre à peu près pourquoi est-ce que les marges sont à 6,44 et qu'est-ce qui pourrait faire à ce que ça reste à peu près à ce niveau-là. D'accord? Donc, si on prend 6,44, il faut bien que ce soit durable.
OK? Donc, on constate ici qu'à partir de cette période, il y a un changement. Donc, je dois aller vérifier dans les bénéfices au niveau des résultats de cette compagnie ici. Pourquoi est-ce que les marges sont plus élevées ici? Donc, si je prends les marges ici de 6,44, c'est uniquement parce qu'on pense que ça peut durer. Donc, 6,44 ici, c'est en termes de... Ce sont les marges qu'on pourra prendre et qu'on va prendre ici pour cette compagnie ici. Donc, 6,44. En termes de croissance des revenus ici, on s'attend à peu près à des revenus assez croissants dans le futur. Tant mieux. Je dis bien tant mieux. Quand on regarde ici Texas Roadhouse, ici en termes de finances sur zone bourse, ici, on s'attend à peu près à avoir un chiffre d'affaires on s'attend à 5 milliards 400 d'ici 2025. Les bénéfices nets, on s'attend à des marges bien plus élevées que ça. Tant mieux, ça reste de l'information. Donc, le raisonnement que je prends ici aujourd'hui prend déjà en considération une certaine croissance. OK? La croissance va provenir d'où? Est-ce qu'on va ouvrir de nouveaux restaurants, etc. Il faut aller regarder ça ici. OK? Donc, si je prends du 5 milliards 400 ici, 5 milliards 393 pour ceux qui aiment la précision, de toutes les façons, le chiffre d'affaires ne sera peut-être plus élevé ou bien moins élevé que ça. Il ne sera pas exactement de 5 milliards 393. Faites attention, d'accord, parce que beaucoup de choses peuvent également changer ici. 0,6,44%, c'est ce qu'on prend ici. Ça donne à peu près 347 millions. 347 millions ici, le seul business, il peut se négocier à combien de fois les bénéfices? Et je rappelle ici que le PER reste un rendement. Dans le secteur de la restauration ici, dépendamment de la croissance, ce n'est pas un bénéfice, c'est pas une entreprise que j'achèterai à plus de 20 fois les bénéfices. OK, c'est un business assez compliqué. Il faut également regarder les same store sales ici parce que c'est facile ici d'avoir des revenus plus élevés, ouvrir plus de magasins alors que les magasins en réalité ne seront pas rentables à long terme. Donc faites attention ici. Donc vous constatez ici que le PER de cette compagnie est aux alentours de 25 fois les bénéfices, notamment parce qu'il y a cette croissance-là. Je ne prendrai pas 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Alors là, oubliez ça. Je prends 20 fois les bénéfices. OK? 20 fois les bénéfices, parce qu'en période de maturité, on aura tendance à se retrouver aux alentours de 20 fois les bénéfices. Quelqu'un qui prendrait 25 fois les bénéfices, est-ce que ça veut dire qu'il a tort? Non, pas forcément. OK? Je me sens mal à l'aise à payer plus de 20 fois les bénéfices pour une compagnie pareille. OK? D'accord? So, je prendrais 20 fois les bénéfices ici. Et si je prends 20 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on a ici, on a 347 millions ici, 6,44 ici par rapport à ce on s'attendra à avoir en 2025. Oui, je sais, je n'ai pas actualisé, mais je ne le fais pas ici, d'accord? Ici, on fait une estimation brute, simple, OK? À 20 fois les bénéfices, ça donne combien? Ça donne à peu près 6 milliards 946. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous pouvez déjà comprendre qu'on aura quelque chose de moins élevé que ça. OK? Donc, idéalement, dans un monde où il n'y aurait pas de dette nette, OK? C'est une entreprise qu'on ne va pas acheter à plus de 6 milliards 400, donc disons même 7 milliards ici. Aujourd'hui, on compte à combien? À 7 milliards 610. Donc, ça dit que si tu achètes en date d'aujourd'hui, ça prend déjà en considération une certaine croissance. Et on peut le voir ici, il y a de la dette nette. On pourrait aller prendre également ici la dette nette pour voir à peu près à combien est-ce qu'on se situe réellement. La dette nette ici est aux alentours de 562 millions, presque rien du tout parce qu'elle gagne à peu près 300, elle pourrait gagner à peu près 347 millions par an. Mais j'enlève quand même la dette nette à peu près aux alentours de 562 millions ici, voilà, on est à 6 milliards 384, divisé ici par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près aux alentours de, disons, 67 millions d'actions, 67 points, je virgule et quelque chose là-bas, je vais mettre 67 millions d'actions ici pour faire simple, donc à peu près 95 $ à l'action. Donc idéalement, le prix actuel est tout simplement correct, ça prend déjà en considération une certaine croissance. Je sais que vous voyez, ah oui, non, c'est surévalué, non. L'entreprise est correctement évaluée ici, mais ça prend déjà en considération une certaine croissance. OK? Quand on regarde les bénéfices nets attendus ici par rapport à Texas Roadhouse ici, idéalement, si on était à 20 fois les bénéfices, ici, par rapport aux bénéfices nets de 2023, on ne paierait pas plus de 93 $ l'action, mais attention, ces bénéfices nets par action ici. Donc, ça veut dire que le nombre d'actions également ici aura peut-être tendance à diminuer également avec le temps. Vous constatez ici que c'est une entreprise qui rachète également ses actions. D'accord? Le dividende qui est payé ici de 1,94, il est donc safe parce que techniquement, vu que c'est une entreprise qui peut vous reverser ici à peu près 347 millions ici d'ici 2025 par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord? 347, si on divise ici par 7 milliards 610, on aura ici à peu près un rendement sur coût de 4,55%, ce qui représente à peu près 25, ce qui est un niveau assez élevé ici. Donc on se dira ceci. Si j'achète du Texas Roadhouse ici aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on aura tendance à avoir une croissance bien plus élevée au-delà de 2025. Est-ce que ce sera le cas? Probablement. OK? Mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure opportunité que ça en date d'aujourd'hui? Ça pourrait également être intéressant d'aller regarder à côté. OK? Perso, je serais un peu mal à l'aise à voir cette compagnie ici au prix actuel. Surtout que vous avez eu la possibilité de l'avoir aux alentours ici, 76 $ l'action. On se dira que idéalement, perso, je sais que c'est une entité que je vais aller regarder aux alentours. C'est mon prix, hein? Attention, parce que d'aucuns ici pensent que quand je donne mon prix ici d'acquisition, ils pensent que non, c'est la valeur de la compagnie. Non, 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 non. J'achète toujours avec une marge de sécurité. Parce que tout ceci, ça reste que des estimations. D'accord? La croissance peut avoir tendance à ralentir. Le nouveau management ici, on peut avoir tendance ici à avoir des marges moins élevées. Je n'en sais rien du tout.
Je n'en sais rien. Et je sais que le secteur de la restauration, c'est un business compliqué. Donc, est-ce que je vais l'acheter ici parce qu'on est correctement évalué? Non, pas du tout. Soit à la fin de la journée, je sais que c'est une entité qui pourrait être intéressante à 60 dollars à l'action, dépendamment des informations qu'on a, dépendamment des problèmes qu'on aura à ce moment-là. Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, il y a toujours un petit souci derrière. Maintenant, à moi de déterminer si c'est durable ou pas. Mais je sais que c'est un business assez compliqué. D'accord? Il faut être un tueur, il faut être au taquet avec les coûts d'exploitation. OK? So, ça reste une compagnie intéressante ici, du point de vue par rapport à son historique. Donc, si ça vous intéresse, mettez-la dans votre watchlist. Je ne peux pas dire qu'elle est clairement surévaluée ici, mais aujourd'hui, je ne pense pas que l'opportunité d'investissement soit extraordinaire. D'accord? Je peux me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire, mais en date d'aujourd'hui, je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une meilleure opportunité sur le marché, peut-être le même secteur d'activité. Je vous dis toujours, c'est bien, mais s'il fallait investir dans la restauration, j'aurais préféré cette compagnie-ci, Midley Bay. D'accord? Je m'arrête là. J'ai parlé de cette compagnie plusieurs fois. Plusieurs fois. On l'a presque jamais analysé. Je ne sais pas si j'ai déjà analysé ici Midley Bay, mais je vais juste aller vérifier ça rapidement ici. Il semblerait que je l'ai déjà fait. Ça fait plus ou moins partie des vidéos qui ne vont pas fonctionner ici parce que vous avez tendance ici à aimer les entreprises par rapport au public, les entreprises européennes, franco-françaises ici. Mais comme je le dis toujours, je ne suis pas une chaîne de PEA. D'accord? Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des entreprises de plus en plus hors de la France. OK? Surtout, je m'intéresse uniquement aux entreprises extraordinaires. J'aime les belles entreprises, les belles entités. En France, on a très vite fait le tour. Il y a de très belles entreprises également. Mais voilà, on ne va pas juste se limiter au marché français. Et Midley Bay, on a fait une vidéo dessus. Allez-y la voir. C'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist. Je ne vais pas revenir sur cette vidéo-là, sur cette entreprise-là. Ceux qui ont vu la vidéo ont vu la vidéo. Ceux qui vont voir cette vidéo aussi l'ont vu également. Mais je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Allez-y creuser, les amis. D'accord? Et dites-moi si vous avez creusé ou bien si vous avez déjà eu à creuser sur Midley Bay, si ça ne vous a pas intéressé. Il y a très peu de chances qu'on me dise que non, ce n'était pas intéressant. C'est une belle entreprise. Vous voulez voir à quoi ça ressemble, Midley Bay? Midley Bay, ici, c'est ça. M-I-D-D. Midley Bay, en termes de... On va juste prendre prenons une entreprise ici on prend sa marge brute ici, d'accord? Vous constatez ici que sa marge brute, on est à peu près aux alentours de 36% par là. On peut même constater une légère diminution ici, ok? Mais comme je l'ai toujours dit, il faut prendre ça en relation avec les autres. Les marges EBITDA sont à peu près stables. On voit également que, oui, la légère diminution, elle est là. Mais si vous connaissez cette compagnie-ci, vous savez également qu'elle fait beaucoup d'acquisitions, notamment parce qu'elle fait des acquisitions aussi peut-être des entreprises qui ne sont pas rentables, d'accord? Les rentabilise, enfin, les remet ici, faire à ce que ces entreprises-là deviennent profitables à nouveau, et ça lui permet d'augmenter ses marges ici. Elle a un pricing power certain. C'est une belle entreprise. C'est une très belle entreprise. C'est une très, 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 très belle entreprise. Allez-y lire les rapports financiers de cette compagnie. On vous la vend à 14 fois les bénéfices futurs. Oui, elle a une dette nette ici assez, enfin, je ne dirais pas assez élevée, parce que techniquement, c'est une entreprise ici, en termes de free cash flow, elle rapporte à peu près combien par an? C'est une entité qui peut être aux alentours ici. Quand je prends les free cash flow et les net income, on les compare, on les met sur le même graphique ici. Donc, on peut être aux alentours de 400 à 500 millions par an par là. Donc, disons 400 millions ici. Elle a une dette nette de combien? Elle a une dette nette ici de combien? La dette nette ici va se situer aux alentours de 2 milliards 500. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 6 ans. En moins de 6 ans. C'est assez intéressant. Lisez vos rapports financiers sur cette compagnie-ci. Vous recherchez des compagnies qui vont verser des dividendes stables et croissants. Elle n'en verse pas. Vous savez ce qu'elle fait avec son cash? Elle rachète d'autres entités. Donc, elle investit pour vous. Et jusqu'à présent, elle ne s'est pas trompée. Dans le sens où les investissements qu'elle fait ici lui permettent d'avoir des bénéfices nets en termes de volume de plus en plus élevés. Ce qui augmente vos bénéfices nets par action. Ce qui enrichit l'actionnaire. Le dividende ne sera que le résultat ici de la bonne gestion de la compagnie. D'accord? Donc ici, quand vous allez regarder cette compagnie-ci, allez au-delà de ce que vous pouvez entendre généralement. Je n'ai pas une croisade contre le dividende, mais j'aime souvent le rappeler généralement ici. On s'intéresse ici aux bénéfices nets par action. Si cette compagnie-ci vous reverse la totalité des bénéfices nets ici, les 12 derniers mois, vous aurez un rendement de 6,67%. Admettons même qu'elle initie une politique ici de 50% de bénéfices nets, vous aurez quelque chose de bien plus élevé que ça. Je vous ai parlé d'une entreprise ici dernièrement, sur la dernière vidéo ici. D'accord, je ne sais pas qui va se rendre jusqu'à 20 minutes ici. J'ai même oublié le nom de la compagnie. Est-ce que c'est MCK? Une entreprise qui a initié un dividende ici dernièrement. Enfin, j'ai oublié cette compagnie-là. Bref, ça va peut-être me revenir ici. Donc,
tôt ou tard, une entreprise, les entités finiront par verser des dividendes. D'accord? Le but ici est de les acheter à des prix assez intéressants. Et aujourd'hui, ce prix-là est intéressant si on devait vous reverser, disons, 50% de dividendes du bénéfice net actuel. Ça représente à peu près 3% dès aujourd'hui. Et on s'attend à du 12,55$ en 2025. Et c'est un business assez prévisible. Assez prévisible. 12,55$, si on vous revêt du 12,55$, c'est par rapport au prix actuel à 140$ l'action, potentiel rendement sur coût de 8,92%. Ça me rappelle également une entreprise, Manitowoc, qui fait à peu près la même chose. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle rachète Manitowoc. Ils font à peu près, les deux entreprises, non, attention, c'est Manitowoc, il y en a une autre, je pense qu'il y a eu une séparation, ça c'est la partie ici, EV Construction ici, donc Manitowoc ici, je pense qu'elle a dû changer ici, elle a dû se séparer ici en plusieurs entités, mais voilà, allez-y lire sur Manitowoc, vous allez retrouver ici l'entreprise dont je parle ici tantôt, donc je peux même aller regarder, c'est ici Midley Buy, excusez-moi que la vidéo soit aussi longue, mais j'aime vous donner les bonnes entreprises, les belles entreprises à avoir en portefeuille, c'est celle-là qu'il faut aller rechercher, c'est là-bas qu'il faut aller investir, d'accord? C'est celle-là qu'on devrait regarder en particulier, en priorité, d'accord? Parce que c'est celles-là qui peuvent nous permettre ici de faire croire que notre capital ici, de manière accélérée dans le futur, ok? Donc, on a Midley Buy, Newell, non, je dirais non. Quelle autre entreprise américaine ici apparaît? C'est une entité américaine, est-ce que je vais la retrouver ici? Bref, je ne la retrouve pas, ce n'est pas plus grave que ça. Allez-y creuser dans ce secteur d'activité, il y a de belles entreprises qu'on pourrait retrouver, ok? Je vais me limiter là. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Ok? D'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des recherches sur Midley Buy. Qu'est-ce que vous pensez de Texas Roadhouse, qui est une belle entreprise également. Ok? Donc, n'oubliez pas, lien dans la description ici, le service, vous avez ici le lien vers la top newsletter qui est gratuite. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt. Merci.